Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention à la lune de l'actualité ce samedi. Décédé le samedi 21 novembre dernier, Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, a été inhumé hier vendredi, mais avant à la grande mosquée de la Riviera-Golf. Sa famille et tous ceux qui l'ont connu et pratiqué ont prié pour le repos de son âme. À présent à cette prière, le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement. Filière EVA, 58,5 milliards d'investissements pour booster le niveau de la transformation locale du caoutchouc. Ce montant est le fruit d'une douzaine de conventions de financement signées en juin dernier entre l'État et les industriels du secteur. La mise en œuvre est prévue pour 2021. Il est le dernier pays d'Afrique francophone à avoir pris son indépendance en 1960. Ce 28 novembre 2020, la Mauritanie célèbre ses 60 ans d'indépendance. De grandes avancées observées, mais certains chantiers restent encore à consolider, comme celui de l'unité et de la cohésion sociale. Regard sur ce pays d'Afrique francophone en ce jour de célébration d'indépendance. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le samedi 21 novembre dernier des suites de la Covid-19, repose désormais au cimetière de Williamsville. Inhumé dans l'intimité familiale hier vendredi, mais avant, des prières et supplications ont été formulées au Tout-Puissant pour le repos de l'âme de l'ex-dirigeant du Stella Club d'Adjamé. C'était à la grande mosquée de la Riviera-Golf à Cocody, une veillée de prière en la mémoire de l'illustre a disparu. À cette cérémonie religieuse était présent le chef de l'État, Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, la famille biologique et les amis du monde sportif d'Augustin Sidi Diallo, les imams et les guides religieux avec à la tête le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Koné Pargassoro. Grande mosquée de la Riviera-Golf. Il est un peu plus de 20 heures. Ces imams, guides religieux et prédicateurs réunis autour de Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, pour la lecture du Noble Coran en la mémoire de Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le 21 novembre dernier des suites de la maladie à coronavirus, la Covid-19. Lecture du Saint-Coran à laquelle on prépare le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement. Profitant de l'occasion, Imam Sissé Digiba Abdallah, imam principal de la mosquée Salam du Plateau, a invité les fidèles de toutes les congrégations religieuses à vivre dans la piété et la crainte de Dieu pour être parmi les élus du Tout-Puissant. Nous devons nous préparer, c'est Dieu même qui nous le demande. Approvisionnez-vous pour ce voyage, car la meilleure provision est la piété. La piété, c'est des actes de vertu, n'est-ce pas, des actes qui nous permettent d'obtenir l'agrément de Dieu et d'accéder au paradis des vertueux serviteurs. À sa suite, Aboulé Diallo, fils de Augustin Sidi Diallo, a traduit au chef de l'État Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement et aux hommes de Dieu, mais aussi à l'ensemble des amis, des clubs et mouvements sportifs, la reconnaissance de la grande famille de l'illustre disparu. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci d'être à nos côtés en dépit d'un agenda que nous savons très chargé, pour prier pour le repos de l'âme de votre fils. Veuillez accepter l'infinie gratitude et la profonde reconnaissance de vos petits-enfants et de toute notre famille. Que le Tout-Puissant Allah vous le rende au centuple et vous accorde sa protection divine. À l'issue de cette veillée de prière en la mémoire de Augustin Sidi Diallo, Cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjana, et Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, ont fait des bénédictions pour le repos de l'âme du président de la FIF et pour que le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde. Et après la veillée de prière en sa mémoire, la grande mosquée de la Riviera-Golf à Cocody, la levée de corps d'Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, s'est faite en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, à Ivoseb de Treichville. De nombreux témoignages ont été enregistrés à cette occasion, des témoignages émouvants qui ont révélé la grandeur d'âme de l'illustre disparu. Honneur militaire pour le président, directeur général de Ivoseb, drapeau de la nation remis à son épouse, pour l'hommage de la reconnaissance de l'État et à sa famille. Reportage Koné Pargassoro des Madangui. Ivoseb, dans la commune de Treichville. Dans ce cercueil se trouve Augustin Sidi Diallo.
président de la Fédération ivoirienne de football et président directeur général de Ivosep Ivoire Sépulture. Décédé le samedi 21 novembre dernier, Augustin Sidi Diallo a eu droit à des hommages mérités. Tour à tour, amis, collaborateurs, supporters et comités de soutien aux éléphants, hommes des dieux, personnel de Ivosep, mais aussi enfants et familles biologiques ont fait des témoignages en vue de mettre en lumière la valeur d'un grand homme au service des autres. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Il est entré aussitôt dans mon bureau et je cite « Cathy, je suis positif au Covid. Mais ne t'inquiète pas, je me confine et je reviens dans 10 jours. » C'était le lundi 9 novembre. Malheureusement, nous sommes réunis ici parce que Sidi n'a pas pu tenir parole. La maladie a eu raison de lui. Qu'est-ce qui ouvre les portes du paradis? Dans toutes nos religions révélées, c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de Sidi sont incommensurables. Et elles ont été faites à la destination. Et ceux que Allah le Tout-Puissant a désignés pour être accompagnés, pour être soutenus dans les épreuves qu'il leur soumet. Ami de longue date et frère d'Augustin Sidi Diallo, le chef de gouvernement Ahmed Bakayoko n'a pas voulu rester en marge des témoignages. Je veux saluer la mémoire du grand homme, l'ami de tous, un homme serviable, un homme qui aimait accompagner les autres, les aider. Je suis ministre depuis quelque temps et avec le président on en parlait. Sidi n'a jamais demandé un service pour lui-même. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tata Bi, enfant Diallo, vous êtes fiers de ce monsieur. Après ce témoignage plein d'émotions, un standing ovation à la demande du Premier ministre a été fait en la mémoire du président de la FIF pour lui témoigner la gratitude de toute la nation. Après quoi, son cercueil a été recouvert du drapeau tricolore ivoirien, symbole de la plus grande reconnaissance de l'État. La levée du corps terminée, Augustin Sidi Diallo a ensuite été transporté en dehors de la salle où il a reçu les honneurs militaires. Président de la Fédération ivoirienne de football depuis 2011 et président directeur général d'Ivosep, Augustin Sidi Diallo a été inhumé au cimetière de Williamsville dans la stricte intimité familiale. Les cérémonies de 7e et de 40e jour auront lieu ce dimanche 29 novembre au domicile du défunt dans la commune de Cocody. Tout s'épuise un jour, sauf le bien que tu fais et l'amour que tu donnes. Adieu Sidi. Adieu Prési. Adieu PDG. Que ton âme repose en paix. Et dans une interview qu'il accordait il y a peu, l'homme se disait heureux d'avoir servi le football de son pays avec beaucoup de succès. Deux Coupes d'Afrique des Nations, Calais 2013 et Senior 2015, une participation à la Coupe du Monde féminine en 2015. Après une médaille de bronze arrachée en Namibie en 2014, une qualification de l'équipe olympique masculine pour les Jeux de Tokyo 2020. Ainsi va la vie, paix à l'âme du disparu. 58,5 milliards d'investissements pour booster le niveau de la transformation locale du caoutchouc. Ce montant est le fruit d'une douzaine de conventions de financement signées en juin dernier entre l'État et les industriels du secteur. La mise en œuvre est prévue pour 2021. Déjà, le Conseil EVA Palmier à Huile, l'organe de régulation de la filière EVA, est déjà à la tâche. Récemment, il a réuni l'ensemble des parties prenantes afin de définir le cadre de suivi de ces investissements. Mahama Traoré. Le 16 juin dernier, l'État et les industriels du caoutchouc signaient 12 conventions d'investissement afin de relever le niveau de la transformation locale. Pour le VA, jusqu'à une période récente, on était presque à 100%, la transformation, la première transformation. Voilà. Et depuis quelques années, il est apparu un gap.
Et aujourd'hui, ce gap-là, on l'évalue à peu près à 400 000 tonnes sur les 3 à 4 ans à venir. Donc, ces 400 000 tonnes-là, au minimum qu'on cherche à résorber. Donc il faut des investissements pour pouvoir absorber, transformer ces 400 000 tonnes et aller au-delà. Pour relever ce défi majeur, de lourds investissements s'imposent. L'accord conclu entre le gouvernement et les entreprises de transformation du caoutchouc porte sur un financement de 58,5 milliards de francs CFA. Le Conseil EVA Palmier à Huile, organe de régulation de la filière EVA, vient de mettre sur pied un comité de suivi et de coordination. Il implique l'État, le Centre de promotion des investissements privés en Côte d'Ivoire, CEPICI, et l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel. Au titre de ces conventions, le Conseil EVA Palmier à Huile est chargé du suivi, de la mise en œuvre des investissements, de sorte qu'au terme des investissements, les opérateurs puissent bénéficier de divers avantages fiscaux, notamment les crédits d'impôt, les crédits d'exonération du TVA. Toutes les parties ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour qu'on puisse donc s'accorder sur les outils de suivi. Aujourd'hui, c'est comme le top départ du suivi de ces conventions et nous serons donc dorénavant aux côtés des industriels du secteur. Cette initiative vise à relever la production usinée d'au moins 400 000 tonnes supplémentaires afin de transformer la totalité de la production nationale de caoutchouc naturel dès 2021. Les cadres du Béret, eux, sont aux côtés des femmes du vivrier. Un fonds a été créé pour octroyer des prêts aux femmes en vue du développement de leurs activités génératrices de revenus. Les commerçantes du marché sont les premières bénéficiaires avec le dépôt de la somme de 2 millions de francs CFA à la COOPEC. Charles Tatou. Befa Dosso dirige la caravane qui sillonne le secteur des femmes du vivrier et les villages de la commune. À Djangodougou, 35 coopératives de femmes du vivrier soulagées. Du matériel de sonorisation d'une valeur de 4 millions de francs CFA. En plus de ces équipements, les groupements de femmes ont reçu la somme de 600 000 francs CFA. Il y avait beaucoup de difficultés. Difficulté de transmettre le message du président. Et en guise de doléance, elles ont souhaité que le ministre Dosso leur apporte un soutien en micro et en mégaphone. Chacune d'une solo qui va leur permettre de danser, de faire la réunion, de lancer des messages de paix, des messages d'union. Marché de Makono, un autre milieu qui enregistre les femmes des activités commerciales. Ici, un message d'espoir. Pour Mefa Dosso, 2 millions de francs dont des cadres aux femmes sont désormais disponibles à la COPEC pour des prêts en vue du développement de leurs activités. Le messager des cadres a procédé également à la visite des villages de la commune qui viennent d'être électrifiés, les bras chargés. Ils sont au nombre de 8 et chaque village a été doté d'un poste téléviseur pour suivre les actualités du pays et d'ailleurs. Le conseil régional du Bounkani, lui, veut assurer l'autonomisation des femmes de cette région. Pour ce faire, il a initié un atelier régional pour identifier les raisons qui expliquent le fait que les femmes soient touchées par la pauvreté, afin d'apporter les solutions capables d'assurer leur autonomie. À travers cette initiative, le conseil régional veut impliquer les femmes dans le développement de la région. Herman Yamia. Dans la région du Bounkani, tout comme les autres régions de la Côte d'Ivoire, les femmes sont présentes dans tous les secteurs d'activité, surtout le secteur agricole et commercial où elles sont très actives. Malgré cette présence remarquable dans tous les secteurs de l'économie du pays, elles ne parviennent pas encore à assurer leur autonomie. Le conseil régional du Bounkani, lui, veut créer les conditions pour permettre aux femmes de sa circonscription d'être autonomes afin qu'elles participent au développement de la région. D'où cet atelier d'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Pour nous, c'est essentiel. Nous pensons que la femme doit être le pilier central sur lequel doit reposer notre politique de développement local, notre vision pour une région développée et qui donc porte les espoirs d'une région qui fait envie. Nous avons initié cette série d'activités depuis 2018 où nous avons consacré l'année de cette gouvernance-là à la femme. Les bénéficiaires saluent cette initiative. Pour elles, ce type d'action doit être multiplié dans toutes les régions du pays afin que l'autonomisation de la femme tant voulue par les gouvernants soit une réalité. Ici, dans le Bounkani, la femme est le socle de la société.
La femme est toujours aux petits soins de la famille. C'est la femme qui va au plus profond des hameaux. Les hameaux les plus reculés, la femme est toujours présente. Et au sortir de là, elle amène de quoi nourrir sa famille. Donc il faut dire qu'à travers cet atelier-là, l'autonomisation de la femme est vraiment en marche dans le Bunkani. Concrètement, à l'issue de cet atelier, des séances de formation sur la gestion et la comptabilité simplifiée seront initiées au profit des femmes. Des fonds seront également mis à leur disposition afin de leur permettre de bénéficier de financements pour assurer effectivement leur autonomie. Il faut sortir le secteur de l'élevage de l'informel. C'est la mission que des experts qui travaillent en ce moment à Grand Bassam se sont assignés tout en réfléchissant sur l'avant-projet de loi portant code de l'élevage. Le gouvernement est en action pour mettre en place un nouveau code de l'élevage plus attractif, c'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. Dans le document provisoire qui dessine les contours du nouveau code de l'élevage, les experts affichent la volonté du gouvernement d'aider les acteurs à mieux structurer l'activité d'élevage et à améliorer les prestations au profit des consommateurs ainsi que de l'économie nationale. Le code qui est en élaboration comprend 12 titres, 38 chapitres et environ 181 articles. Ces 12 titres traitent de questions diverses. La définition des termes employés dans l'avant-projet du code, les acteurs du secteur élevage et les conditions d'exercice de leurs activités, le régime de propriété des animaux, l'abattage des animaux, la commercialisation des produits animaux, la gestion des risques environnementaux, la qualité et la traçabilité des produits. Ce nouveau code de l'élevage va donc accélérer la modernisation du secteur à travers la professionnalisation des filières, en particulier l'insertion des jeunes opérateurs ivoiriens formés. Cette modernisation implique la création d'élevages intensifs, la réalisation d'infrastructures de transformation de nouvelles générations et la mise en place de circuits de commercialisation adaptés et rentables. L'adoption d'un code de l'élevage est une condition essentielle pour le développement d'un élevage de qualité, rentable, respectueux de la nature, soucieux du bien-être de l'animal et garantissant une meilleure transparence pour les consommateurs. En Côte d'Ivoire, l'élevage reste encore une activité économique secondaire avec une contribution de 5% au produit intérieur brut agricole et de 2% à la richesse totale. Et parlons justement de code. Le nouveau code des marchés publics, édité en 2019, présente des innovations. Les contrôleurs budgétaires chargés de la passation des marchés ont été instruits sur ces innovations en vue de réduire les irrégularités dans la présentation des dossiers de soumission. Ils étaient en séminaire à cet effet à Grand Bassam les 24 et 25 novembre dernier. Didier Nguessan. Dans l'attribution des marchés publics, les contrôleurs budgétaires sont un maillon important. Pour le règlement des contentieux et des audits, ils doivent être suffisamment outillés. D'où cette formation initiée par l'autorité de régulation des marchés publics, ANRMP, sur les procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics prescrites par le Code de 2019. Les acteurs que nous avons en face de nous ne connaissent pas, ne comprennent pas, ne connaissent pas cette matière qu'est la passation des marchés publics. Et donc, c'est à nous, nous sommes obligés de leur inculquer cette notion pour que les acquisitions se fassent de manière régulière, conformément à la réglementation. Et donc, cette formation est la bienvenue. En 2020, l'autorité de régulation s'est prononcée sur 114 décisions sur le fond et la recevabilité, privilégiant les conciliations. De même, une quinzaine d'audits ont été réalisés. Les audits de gestion qui sont des revues de la passation et d'exécution des marchés systématiquement chaque année budgétaire, l'année N-1, et les audits thématiques qui sont en fonction de tout ce que nous savons ou relevons d'anomalies dans le système des marchés publics. Nous avons changé de paradigme concernant le contentieux. Nous avons le contentieux précontractuel qui concerne uniquement que la phase de la passation, alors que par le passé, ce contentieux peut être géré par l'ARMP partait jusqu'à la fin, jusqu'au paiement. Désormais, l'autorité de régulation des marchés publics ne peut rendre des décisions exécutives contraignantes qu'uniquement dans la phase de passation. 5000 marchés publics en moyenne sont attribués par an.
Le taux d'irrégularité est passé de 58% en 2014 à 23% en 2020. L'actualité, c'est également cette reconnaissance exprimée au gouvernement par des parents d'étudiants pour le soutien apporté à leurs enfants dans le cadre de leurs études. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a reçu à son cabinet des parents d'étudiants qui sont en ce moment en formation en Turquie. Ces étudiants au nombre de cartes ont bénéficié de bourses d'études grâce à un partenariat entre le ministère de la Santé et une structure basée à Istanbul. Konaté Moussa. 4 étudiants sont en formation actuellement en Turquie. Ils sont bénéficiaires de bourses étrangères grâce au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce jour, leurs parents sont reçus par le ministre Eugène Aka Awele. Nous disons grand merci à Eugène Aka Awele pour tout ce qu'il a fait. Ces bourses étrangères ont été obtenues auprès d'une structure lors de la visite de travail du ministre de la Santé à Istanbul l'année dernière. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à vos enfants, que dis-je, à nos enfants, de faire de bonnes études et revenir demain pour servir la Côte d'Ivoire comme nous-mêmes nous le faisons. La formation de ces 4 étudiants en Turquie va durer 5 ans. 2 suivent des cours dans la filière pharmacie, les autres en biologie et ingénierie médicale. Célébrée tous les 19 novembre, la journée mondiale des toilettes a été commémorée dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Sagbé. Le gouvernement a initié un vaste programme de construction de latrines dans le cadre du PSGouv, le programme social du gouvernement. Selon le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, 1500 latrines ont été donc construites en milieu rural. On en sait plus avec Grace Kando. 7,8 millions de personnes sur les 26 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire n'ont pas accès à un service d'assainissement amélioré selon le programme de suivi conjoint UNICEF-OMS. La Journée mondiale des toilettes est l'occasion de faire un point sur les actions menées pour changer la donne. Dans le cadre du programme social du gouvernement, dans la première phase de ce projet, plus de 250 villages de 8 régions ont déjà bénéficié. C'est au total plus de 1500 latrines modernes, équipées de dispositifs de lavage des mains, qui ont été construites dans près de 250 villages. Et le programme se poursuit avec environ 300 villages qui sont pris en compte dans le cadre de la phase 2 du programme pour 2020. En 2021 aussi, nous continuons ce programme. Quand tu rentres dans certaines cours, il n'y a même pas de toilettes. Je lance un appel à tous ceux qui ont des habitations, qui ont des constructions, de mettre des toilettes à la disposition des locataires. C'est important. Le choix de la commune d'Abobo pour la célébration officielle de la Journée mondiale des toilettes se justifie. Abobo a été choisi à cause des efforts consentis sous le leadership du maire Ahmed Bakayoko pour améliorer le cadre de vie de vos concitoyens. Il a créé une brigade de salubrité et participe régulièrement aux activités communautaires de propreté. C'est un bel engagement à féliciter. Un sketch sur la construction et l'entretien de latrines a été présenté. Vous êtes là, vous faites caca partout et puis vous jetez ça dans le cou des gens. Attends, ils ne peuvent pas faire ça dans leur cabinet là-bas tranquillement. Assainissement durable et changement climatique est le thème retenu pour la célébration de la 20e édition de la Journée mondiale des toilettes. Et se laver les mains après avoir utilisé des toilettes, c'est le geste réflexe à ne surtout pas oublier, car se laver les mains, c'est l'une des mesures principales contre la Covid-19. Et parlons justement de lutte contre la Covid-19. Les derniers chiffres enregistrés pour ce qui concerne l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire révèlent 33 cas confirmés sur 1237 échantillons prélevés, 21 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 228 cas actifs. Il faut donc continuer de redoubler de vigilance. Dans le cadre justement de l'intensification de la lutte contre la Covid-19, des kits sanitaires ont été offerts par Côte d'Ivoire Tourisme aux fêtières du secteur du tourisme. La cérémonie s'est déroulée au Golf Hotel en présence de représentants du ministre du Tourisme et du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Le récit de Patricia Omouetia. Les opérateurs du secteur du tourisme ont reçu des kits sanitaires en vue de poursuivre la lutte contre la propagation de la Covid-19. C'est la contribution de Côte d'Ivoire Tourisme dans le cadre de leurs activités.
Ce geste marque la solidarité de Côte d'Ivoire Tourisme aux opérateurs du secteur qui ont vu leurs activités affectées par la pandémie à coronavirus. Nous avons bénéficié les premiers soutiens. Si Côte d'Ivoire Tourisme trouve un moyen de venir nous soutenir, je crois que nous devons tendre la main et remercier, et saluer et les encourager. D'ici jusqu'à 2023, il sera important que tous les acteurs du tourisme se concentrent sur le tourisme local et le tourisme régional. Ce que nous avons décidé, c'est d'opter sur la diversité culturelle ivoirienne. Selon le représentant du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, la sensibilisation doit reprendre de plus belle, d'où cette contribution pour appuyer les fêtières du secteur du tourisme. Côte d'Ivoire Tourisme est un organisme de promotion touristique, mais il s'entend qu'on ne peut faire de la promotion qu'avec des opérateurs dans un environnement sain. Donc il fallait que nous puissions apporter un tant soit peu cet appui aux opérateurs. De manière expresse, aujourd'hui, le ministère est en train de travailler avec les conseillers du chef de l'État pour pouvoir présenter la situation au niveau du secteur et je pense que très bientôt, de bonnes nouvelles peuvent être données à nos opérateurs. Les acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie doivent dès à présent s'interroger sur les stratégies à mettre en place pour faire la promotion du tourisme interne. Les grands enjeux de développement durable ne sont pas à négliger. Bien au contraire, la crise de la Covid-19 agit comme un révélateur de l'importance de cette thématique. Le mois de décembre marquera sa présence dans quelques jours et tous les 1er décembre, l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. En prélude à cette journée, le comité sectoriel de lutte contre le sida du ministère des Sports a organisé une journée de sensibilisation et de don de sang. C'était ce vendredi au Parc des Sports de Trècheville. Véronique Conan. Avec pour slogan « Engagé pour l'élimination du sida », cette journée commémorative constitue un cadre d'échange et de sensibilisation de tous les acteurs du sport. Les responsables des fédérations sportives, les coordinateurs généraux de sport et les athlètes ont tenu à associer leur image à cet événement. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, a tenu à sensibiliser et à matérialiser sa contribution à cette campagne en faisant un don de sang. Il y a de nombreuses maladies dans le pays et dans le monde, mais le VIH-Sida est une réalité. Et cette réalité doit être combattue et nous devons redoubler de vigilance. En même temps, nous savons que la pandémie à coronavirus, Covid-19, a impacté terriblement la banque de sang. C'est pourquoi, cette année, nous avons décidé non seulement de nous sensibiliser contre la propagation du VIH-Sida, mais nous devons aussi donner notre sang pour sauver des vies. Il faut que toutes les structures donnent leur sang. Donc nous allons nous atteler à faire en sorte que dans les différentes directions, les gens se mobilisent pour donner leur sang. À la fin de ces 15 jours, on va faire le bilan pour savoir combien de poches de sang le ministère a pu collecter. Les activités du comité sectoriel de lutte contre le sida du ministère des Sports se poursuivront sur 15 jours. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, les militants du parti du président Roch Marc Christian Kaboré qui s'est imposé dès le premier tour de la présidentielle avec 57,87% des voix savourent leur victoire. Les résultats, rappelons-le, doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Retrouvons à Ouagadougou Sidonie Davila, Kéré Adama. Des centaines de militants et sympathisants du MPP ont convergé au siège du parti au quartier Nansin de Ouagadougou. Toute la nuit, ils ont crié, chanté et dansé pour célébrer leur champion, Roch Marc Christian Kaboré, qui a raflé plus de 50% des voix au cours du scrutin présidentiel. Nous pensons que le peuple a fait le bon choix et nous sommes très contents pour notre président. Et tout ce que nous lui souhaitons, c'est qu'il y ait moins de problèmes d'insécurité et qu'il puisse à nouveau exécuter tout ce qu'il a promis pour les 5 années à venir. Je suis contente, je suis heureuse que la paix soit au Burkina Faso. Voilà. Flobi, Abibou Sawadogo, Tania, ces icônes de la musique burkinabé que plusieurs autres artistes ont agrémenté la soirée de leurs prestations. C'est aux environs de 22 h que le président prend la parole dans cette deuxième adresse au cours de cette journée qui marque son Wenvuka,
entendez le Koukao en langue morée, il réitère sa reconnaissance à son peuple, sa joie d'être réélu et évoque les premiers défis de son nouveau mandat, dont la sécurité et la réconciliation. Il a passé 5 ans, on a vu ce qu'il a fait et c'était de notre devoir encore de le reconduire par notre voix, par ce qui a été fait. Et ce soir, c'est vraiment un sentiment de joie pour moi d'être venu écouter le message que le président, mon candidat, avait à nous donner. C'est la démocratie qui a gagné. C'est le Burkina Faso qui a gagné. C'est l'Afrique toute entière qui a gagné. Nous, militants, qui nous sommes mobilisés massivement derrière lui, l'histoire du Koukao est derrière nous. Maintenant, c'est un coup de travail que nous voulons. La réélection du président sortant 63 ans pour un nouveau quinquennat sonne comme un vent d'espoir pour tous ces Burkinabés. Un peuple qui constitue un roc pour Marc Christian Kabouré. Voilà, ambiance de fête donc à Ouagadougou. Sachez également que ce 28 novembre 2020, la Mauritanie célèbre les 60 ans de son indépendance. C'est le dernier pays d'Afrique francophone à avoir pris son indépendance en 1960. Dès la prise de son indépendance, les ambitions du pays étaient grandes et selon certains observateurs, un long chemin a été parcouru, mais certains chantiers restent inachevés comme celui de l'unité de la cohésion sociale. Un dossier qui s'est imposé lors de la dernière campagne présidentielle et pour lequel certaines voix appellent le chef de l'État Mohamed Ould Ghazouani à poser de nouveaux gestes. Les chantiers restent nombreux, chantiers politiques, économiques et sociaux. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.